Nous allons, Jean-Claude Breffard et moi-même, présenter cet ouvrage, Haïti, France, les chaînes de la dette, que nous avons écrit à quatre mains. Euh, Jean-Claude Breffard, ici présent avec moi, même s'il est gaucher, lui il a écrit de la main gauche, et nous trois autres, Clara Goussi-Gaillard, qui est une historienne qui est en Haïti, euh, Marcel Dorigny, historien, malheureusement décédé, et puis moi-même. Je vais d'abord passer la parole à Jean-Claude et après je prendrai le retrait. Pardon? Et puis, préface de Thomas Piketty et introduction de Fritz Alphonse Jean en Haïti. Oui, moi, je vais simplement présenter le contexte avant de passer la parole à Jean-Marie. Alors, Haïti, c'était une île bien tranquille jusqu'en 1492, qui était occupée par les Indiens, les Taïnos. Et en 1492, les Taïnos découvrent Christophe Colomb, voilà, qui arrive, et ça va changer leur vie. C'est-à-dire que, bon, d'une part, ils vont tous mourir, essentiellement de maladies amenées de l'Europe, mais aussi de l'exploitation, etc. Bon. Heureusement, il y a un jésuite qui a dit les pauvres Indiens ne peuvent pas supporter le travail forcé, ça serait bien de faire venir des nègres qui sont plus résistants, et grâce à son intervention, je dirais, l'esclavage a commencé assez vite dans les premières années de 1500. Alors, c'était une île qui est devenue espagnole, qui s'appelait Saint-Domingue, puisque Christophe Colomb était italien, mais s'était mis au service du royaume espagnol. Alors, les Espagnols étaient beaucoup plus intéressés par l'or de l'Amérique latine que par Haïti. Donc, ils n'ont pas vraiment développé Saint-Domingue. Par contre, les pirates se sont installés dans une île qui s'appelle l'île de la Tortue, qui est au nord d'Haïti, puisque tous les vaisseaux espagnols, enfin les vaisseaux européens, passaient au large de cette côte et ramenaient aussi beaucoup d'or d'Amérique latine. Et les pirates se sont installés assez rapidement sur l'île de la Tortue, qui est une île qui appartient à l'île de Saint-Domingue. Alors, au bout d'un certain temps, je dirais au XVIIe siècle, les Français, toujours intéressés par les revenus, ont été voir les pirates et ont dit, si vous deveniez corsaire au lieu d'être pirate, bon, d'une part, vous auriez la protection du pavillon français, mais tout ce qu'on vous demande, c'est de continuer vos attaques de bateaux comme le même business que as usual, mais tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas attaquer les bateaux français, puisque vous êtes maintenant au pavillon. Donc les pirates acceptent et ils deviennent corsaires, donc ils continuent leur travail de façon intelligente et professionnelle. Voilà. Bon, si bien que à la fin du XVIIe siècle, vers 1697, les Espagnols disent bon, on va partager l'île en deux. La partie ouest, elle est française, elle appartient aux pirates venus corsaires, etc. Et la partie est, on la garde, c'est Saint-Domingue. Voilà. Et donc, c'est là où, je dirais, l'île commence à se diviser en deux, entre la partie qu'on appelle aujourd'hui Haïti et la partie Saint-Domingue espagnole. Alors, les Français, eux, vont avoir une politique, je dirais, d'exploitation du territoire, hein, essentiellement sur le sucre, sur le café, sur l'indigo, sur le coton. Enfin, le sucre représentant une grosse partie, je dirais, de l'exploitation, euh, avec un tel niveau, je dirais, d'exploitation que le nombre d'esclaves devient 10 fois supérieur à celui des colons. Voilà. Il y a eu des tentatives, je dirais, de révolte des esclaves pendant tout le XVIIIe siècle, mais la grosse tentative qui va aboutir, c'est celle qui démarre en 1791, que tu avais mentionné, et qui va durer pratiquement 13 ans, de 1791 à 1804. Ça va être la grosse révolte des esclaves qui va aboutir à la bataille de Vertières, euh, où l'armée indigène met en déroute l'armée napoléonienne. Alors, tu avais évoqué la première abolition de l'esclavage pour essayer de calmer, je dirais, ces révoltes en 1793-1794. Mais Napoléon qui arrive au pouvoir, alors
en Haïti, on n'est pas forcément les grands amis de Napoléon, hein, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est que Napoléon décide de réinstaurer l'esclavage. Bon. Il va réussir en Guadeloupe, il va réussir en Martinique, mais facilement, puisque la Martinique s'était mise sous le pavillon britannique qui n'avait pas aboli l'esclavage, donc il n'y a pas besoin de le rétablir. Et l'idée, c'est de le rétablir aussi à Saint-Domingue. Donc il envoie son beau-frère, hein, le général Leclerc, et sa sœur, hein, euh, environ 40 000 à 50 000 soldats pour reprendre l'île, hein, et mater les émeutes des esclaves. Le problème, c'est 40 à 50 000 hommes, puisqu'on compte les différents bataillons qui sont arrivés successivement, plus les forces qui étaient déjà sur place en présence, vont être complètement décimés par la fièvre jaune et par la guérilla, hein, de l'armée indigène. Ce qui fait que à la bataille de Vertières, on a écrit un livre à deux aussi sur la bataille de Vertières, l'armée française capitule et il retourne en France avec à peu près simplement 2000 hommes. Vous voyez les dégâts. Ça a été la plus grosse défaite de Napoléon, dont on n'entend pas parler, hein, mais ça va avoir comme conséquence, ça va être la fin du rêve américain de Napoléon. Bon. Il a déjà senti que ça allait mal se passer à Saint-Domingue. Il vend la Louisiane, qui était extrêmement grande. Enfin, la Louisiane n'a rien à voir avec la Louisiane d'aujourd'hui, hein. C'est vraiment tout le centre des États-Unis, hein. Il vend la Louisiane, il perd Saint-Domingue, il arrive à conserver, je dirais, la Guadeloupe et la Martinique, mais c'est la fin du rêve américain et ça va devenir le cauchemar européen. Voilà. Mais ça, c'est une autre histoire, hein. Mais vous comprenez que la réinstauration de l'esclavage, surtout en Guadeloupe, qui a été menée par Napoléon, fait que il est vu comme un héros ici, mais absolument pas dans les Antilles. Alors, en 1804, acte de capitulation de l'armée française, en novembre 1803, et déclaration d'indépendance. Et l'île commence elle n'a pratiquement pas de commerce avec la France, mais elle commence à développer du commerce avec les États-Unis et l'Angleterre, hein. L'Angleterre a toujours joué double jeu. Elle a aidé l'armée indigène à s'armer contre les Français pour affaiblir les Français, qui étaient son principal ennemi, mais en même temps, elle ne voulait pas non plus une république d'esclaves. Donc, elle a toujours été ambiguë, mais elle a toujours essayé d'aider l'un ou l'autre de façon à ce que les deux s'affaiblissent. Voilà, hein. Et elle a assez bien réussi à tirer les marrons du feu de cette politique. Alors, de 1804 à 1825, il y a tous les ans des tractations entre la France et l'île est indépendante, mais Charles X, qui arrive après Louis XVIII, lui, il a fui la France dès 1789. Et pour lui, la Révolution française n'a pas existé, hein. C'est le roi le plus rétrograde, je dirais. Alors, je ne dis pas de l'histoire française, parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Mais c'est un roi très rétrograde. Mais finalement, le fait d'être rétrograde lui donne une certaine aura vis-à-vis, je dirais, du Parti conservateur et des anciens colons. Il voit très bien que la reprise d'Haïti passerait par l'élimination de tous les Haïtiens, d'au-dessus de 12 ans, hein, c'est ça. Enfin, c'est ce qu'il disait à l'époque. Donc, Jean-Marie reviendra sur la question, mais il voyait que c'était impossible. Donc, il a dit autant négocier une reconnaissance de l'indépendance. Alors, indépendance, alors, où Haïti le supporte mal, c'est que l'indépendance, il avait déjà, hein, depuis 20 ans, et on leur demande maintenant de payer pour une indépendance qu'ils ont déjà. Donc, c'est pour ça que, est-ce que ça s'appelle une dette, est-ce que ça s'appelle une rançon? Et enfin, on a mis le rapport de Mako, c'est celui qui vient avec l'ordonnance de Charles X pour dénier et reconnaître l'indépendance d'Haïti en échange d'une indemnité de 150 millions de francs or. Voilà. Mais cette reconnaissance est conditionnée au paiement. C'est-à-dire que si vous payez pas, on reviendra sur notre reconnaissance. Donc, c'est une reconnaissance conditionnelle. Voilà. Mais en même temps, la France avait dit ils vont pouvoir payer les 150 millions de francs or puisqu'ils vont diminuer l'armée. Mais comme la reconnaissance est conditionnelle, Haïti ne diminue pas le nombre de militaires. Au contraire, je dirais, elle renforce la construction de forts et de militaires, donc ne fait pas d'économie sur le militaire.
elle va plutôt faire des économies sur l'éducation, les infrastructures, etc., hein. D'où après tous les calculs, je dirais, qu'on peut faire sur l'impact et puis aussi le fait d'emprunter dans des banques françaises va faire exploser le niveau de corruption. C'est-à-dire que la corruption est beaucoup plus facile quand vous avez un flux d'argent massif qui est issu d'un prêt bancaire, où tous les intermédiaires se servent et il reste assez peu pour le pays. Et la corruption et la militarisation du pays vont être les deux grosses plaies qui vont accompagner le paiement de cette dette au 19e siècle. Très bien, merci Jean-Claude. Tu as utilisé moins de la moitié de ton temps de parole. Moi, ce que je vois dans cette dialectique, c'est ce que j'appelle une géopolitique des faibles, au sens que il serait un contresens d'analyser cette reconnaissance de l'indépendance d'Haïti en 1825 par la France à l'aune de la réalité géopolitique de 2025. C'est-à-dire aujourd'hui, nous nous imaginons très facilement que en 1825, Haïti était déjà un pays extrêmement pauvre, comme aujourd'hui, et que la France aurait donc imposé un diktat à un pays déjà éclopé. Alors justement, je voudrais euh, revenir un petit peu sur les circonstances, nous remettre dans le contexte de 1825 et euh, euh, détailler ce que j'appelle donc une géopolitique des faibles. Au sens que la France, en 1825, pour s'intéresser d'abord à elle, en 1825, c'est 22 ans après la défaite de Vertières. Je rappelle donc 18 novembre 1803, les forces du général Jean-Jacques Dessalines euh, défont celles du général Donatien de Rochambeau, qui est ce qu'il reste de l'expédition de Leclerc. Et dans la foulée, les Haïtiens proclament l'indépendance du pays. Et Jean-Jacques Dessalines décide de reprendre le nom taïno de l'île, Haïti, en disant « J'ai vengé l'Amérique ». Alors il est très important de noter cet aphorisme. Il n'a pas dit « J'ai vengé l'Afrique », j'ai vengé l'Amérique. Parce qu'à l'époque, en 1825, l'Afrique n'est pas une terre-mère pour les Haïtiens. L'Afrique est encore intégralement, enfin pas encore intégralement occupée, mais disons que si les Haïtiens avaient envisagé un retour euh, massif vers l'Afrique après 1804, ils auraient été automatiquement attrapés, ils n'auraient même pas atteint d'ailleurs les Açores, on les aurait rattrapés et reconduits en esclavage. En d'autres termes, en 1825, Haïti entre dans ce que j'appelle une position de solitude existentielle dont nous ne sommes toujours pas sortis aujourd'hui. C'est-à-dire aucun ami, nulle part, ni en Afrique, encore moins du côté de la France, de l'Espagne, ni des États-Unis, auxquels les Haïtiens ont quand même apporté leur soutien, ni même en Amérique du Sud. Il faut rappeler que Francisco de Miranda et Simón Bolívar, qui sont les pères des indépendances sud-américaines, sont venus en Haïti, à Jacmel, où ils ont trouvé des hommes, des forces et surtout de l'argent pour aller continuer la guerre en Amérique du Sud. Et lorsqu'en 1826 se tient à Panama le premier congrès des républiques souveraines du Nouveau Monde, Haïti n'est pas invité, au titre que c'est un pays de nègres. C'est dire donc que voilà la solitude existentielle dans laquelle se trouve Haïti, plus de 20 ans après la proclamation de son indépendance. Donc, on peut dire que c'est un État libre, un État certes souverain, mais c'est un État marron, comme on pouvait dire des esclaves marrons. C'est-à-dire, ils ont ils ont quitté la plantation, ils ne vivent plus sous l'ordre du maître, mais cette liberté n'est reconnue par personne. Et c'est donc que dans cette situation paradoxale où Haïti se trouve à être l'un des États les mieux armés du Nouveau Monde, l'armée indigène, comme on l'appelle à l'époque, c'est près de 50 000 hommes, quand même. C'est-à-dire, en fait, des paysans qui sont déterminés à défendre leur liberté jusqu'au bout. Et euh, le, 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 l'idée de vivre libre ou mourir que l'on trouve encore aujourd'hui sur le fronton du Panthéon à Paris, c'est la même que l'on trouve
chez les insurgés américains que nous trouvons chez les insurgés haïtiens. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut envisager une circularité des idées au niveau du XVIIIe siècle et ne plus considérer Haïti comme la fille de la Révolution française, mais l'inverse. S'il y a eu révolution en France, s'il y a eu révolution américaine, s'il y a eu révolution en Europe de façon générale, et qu'il y a eu révolution haïtienne, dont on dit souvent c'est la quatrième des grandes révolutions du XVIIIe siècle, d'accord? C'est juste une question d'opportunité et de moyens. La lutte pour la liberté, elle a commencé chez nous, dans le Nouveau Monde, aux Antilles. Il a fallu l'absence de liberté pour que les philosophes des Lumières fassent du concept de liberté un moment de réflexion philosophique. Parce que sinon, la liberté, je veux dire, jusqu'à Descartes, Descartes, Spinoza, la véritable obsession des philosophes, c'est la vérité, avec Descartes, le salut pour Spinoza. Là, la liberté. Mais pourquoi? Parce que justement, l'absence de liberté pose un problème aux philosophes. Le problème aristotélicien de savoir est-ce qu'il y a une catégorie d'hommes qui soit naturellement servile. Les Haïtiens ont apporté la réponse universelle pour dire non. D'autant qu'au moment de la bataille de Vertières, les 2 tiers des insurgés du côté haïtien sont des Africains nés libres et qui n'entendent pas aliéner cette liberté. Donc c'est un élément fondamental, un élément important pour dire qu'il y a une force morale, une force éthique, une force militaire qui fait d'Haïti un pays littéralement imprenable. Haïti apporte au monde la démonstration qu'un peuple qui lutte sur son propre territoire en faveur de sa liberté ne peut pas être vaincu par une armée d'occupation. Ce que l'on va vérifier avec le Vietnam, avec l'Afghanistan, et ce qu'on est peut-être en train de vérifier ailleurs dans le monde, partout où il y a des peuples qui résistent pour leur liberté. Donc c'est ça le paradoxe d'Haïti, un État marron, puissant, mais faible, parce que non reconnu sur la scène internationale. Qu'en est-il du côté de la France en 1825? Eh bien, en 1825, c'est 22 ans après la défaite de Vertières, 22 ans après la vente de la Louisiane, parce que, justement, et ça aurait été intéressant de montrer une carte de la Louisiane pour dire la Louisiane de l'époque va des bouches, enfin, du Mississippi jusqu'au contrefort des Rocheuses et jusqu'à la région des Grands Lacs. Et en 1825, les États-Unis n'ont pas encore franchi les Appalaches, en fait. Donc, ça reste un État hypothétique. C'est pour ça que je dis souvent que 1802, c'est un rendez-vous raté de la France avec l'histoire. Napoléon aurait pactisé avec toute son ouverture. Nous avions non seulement la Louisiane en main, mais on prenait la Jamaïque et peut-être Cuba était prenable. Et Trump, par la même occasion, parlerait français aujourd'hui ou ne serait peut-être même pas allé en Amérique. Donc, voilà un rendez-vous raté, 1802. 1803, perte de la Louisiane, perte de Saint-Domingue. 1805, c'est la défaite de Trafalgar, l'anéantissement de la marine française par l'amiral Nelson. Et puis 1815, je dirais le comble de la catastrophe avec la défaite de Waterloo. Donc, 10 ans plus tard, en 1825, la France n'a pas les moyens de réaliser ses ambitions déjà déçues de 1803. Et puis, par ailleurs, en 1825, il y a eu entre-temps la déclaration de Monroe de 1823, Manifest Destiny, par lequel les Américains disent plus jamais un pays européen n'a le droit de venir traîner ses guêtres dans cette partie du Nouveau Monde. Mais néanmoins, en 1815, au moment du traité de Versailles, les pays européens magnanimes ont reconnu à la France ses droits historiques sur l'ancienne colonie de Saint-Domingue. C'est ce qu'on appelle en Haïti un pokanak tout fumi, c'est-à-dire un cigare allumé par les deux bouts pour dire que si vous êtes vraiment courageux, allez donc reconquérir Saint-Domingue. Mais en fait, c'était un pied de nez fait à la France pour dire que dans le fond, on ne vous donne rien. Mais néanmoins, cette reconnaissance formelle interdit aux États-Unis, à l'Espagne et bien entendu à la France de reconnaître l'indépendance d'Haïti. De sorte que les Haïtiens prennent très au sérieux la menace d'une reconquête française militaire et jusqu'en 1825, de 1804 à 1825, les Haïtiens n'ont de cesse de construire des forts, des citadelles, des forteresses dans l'attente d'une invasion française. Et le géosymbole le plus important de notre histoire, la citadelle La Ferrière,
est le signe, justement, de cette détermination farouche des Haïtiens à s'opposer par tous les moyens à une reconquête française. En d'autres termes, Haïti n'a pas les moyens de faire reconnaître son indépendance sur la scène internationale, mais la France n'a pas les moyens non plus de reconquérir cette colonie rebelle. C'est donc une sorte de gentleman agreement que proposent les Français aux Haïtiens pour dire que, écoutez, c'est un peu, je fais une métaphore anachronique, pour dire un rapprochement anachronique, c'est comme si aujourd'hui la Chine, euh, vis-à-vis vis-à-vis de Taïwan, voyez, euh, avait une politique qui consistait à dire à Taïwan, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les moyens militaires de vous reconquérir, en tout cas pas aujourd'hui, mais en revanche, nous sommes prêts à reconnaître cette indépendance en échange du paiement d'une indemnité de, et ça pourrait coûter des centaines de milliards de dollars aujourd'hui, une sorte de rachat de, de Taïwan par la Chine. Mais la vérité, c'est que Taïwan peut parfaitement se passer de la reconnaissance chinoise. Pourquoi? Parce qu'il y a le parapluie américain. Haïti aurait pu parfaitement se passer de cette reconnaissance française à condition de pouvoir compter sur l'aide d'un autre pays. Les États-Unis, par exemple, auraient pu garantir cette indépendance au nom de la doctrine de Monroe. Mais cela ne s'est pas fait. Donc, c'est dans cette, je dirais, dans cette impasse que se trouvent les deux pays qui fait que une alliance des faibles se dessine sous nos yeux, où les Haïtiens, pour lesquels la liberté n'a pas de prix, parce que ce sont quand même des gens qui ont été esclaves, d'accord, et qui décident, qui voient qu'une opportunité se présente d'être reconnus officiellement et en plus par l'ancien maître. Il ne faut pas négliger la dimension symbolique de cette reconnaissance par l'ancien maître de l'ancien esclave. Donc les Haïtiens acceptent de payer en se disant que, dans le fond, nous avons les moyens. En plus, le pays est à l'époque 2 fois plus grand qu'il n'est aujourd'hui. Toute la partie orientale est alors occupée par les Haïtiens depuis 1822. Et la perspective de mettre en valeur cette partie du territoire donne aux Haïtiens l'espoir de pouvoir s'en tirer finalement avec ce paiement. Et la France, par cette ordonnance, a l'espoir de revenir en force dans la Caraïbe en occupant un territoire qui fut autrefois le sien et surtout avec le statut de la nation la plus favorisée parce que la France paye la moitié des droits de douane correspondant aux autres pays. Mais en fait, il s'agit d'un marché de dupes. Dans cette double faiblesse, c'est le plus faible qui paye finalement les pots cassés. Parce que les Haïtiens, à la longue, vont s'épuiser à rembourser la dette 150 millions, puis révisée à 90 millions en 1838. Et il faut plus d'un siècle pour que les Haïtiens soldent finalement cette rançon qui finit par mettre le pays à genoux. Alors, aujourd'hui, en 2025, nous avons l'impression que les Haïtiens ont subi, dès 1825, une sorte d'humiliation. C'est l'inverse. Justement, ma contribution à cet ouvrage insiste sur le rapport écrit par le baron de Mâcon, qui, en rentrant en France, sabre le champagne. On a l'impression d'un retour de croisière dans la Caraïbe, parce qu'en fait, il est tellement content d'avoir obtenu ce pourquoi il avait été missionné, sans avoir à tirer un seul coup de feu. C'est dire qu'en fait, la France n'avait aucune envie d'en découdre avec les Haïtiens. La vérité, c'est que il y a eu une sorte de, je dirais, d'accord sur le dos des paysans entre les élites françaises et les élites haïtiennes qui vont renforcer leur légitimité à la tête de l'État en imposant aux paysans, en fait, le paiement d'une indemnité totalement indue. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous essayons, en tout cas, Jean-Claude et moi, nous avons l'avantage d'être moi haïtien, lui français, mais lui marié à une haïtienne et moi ayant des enfants nés en France. Donc, nous sommes, pour ainsi dire, tokai, comme on dit en créole, sur ce plan-là, c'est-à-dire absolument sur un pied d'égalité. Nous ne voulons pas mettre un couteau sous la gorge à la France parce que nous savons que 21 milliards aujourd'hui, ça ne traîne pas véritablement dans les caisses de l'État comme ça au hasard. Mais en même temps, nous savons que sur le plan éthique et sur le plan moral, c'est un passé qui ne passe pas. Alors que faire?
Mais c'est ici que nous avons, et je m'adresse ici à des économistes philosophes, moi je reviens souvent à cette référence d'Hannah Arendt, qui dit que dans l'histoire, il y a une dialectique qui est celle de la promesse et du pardon. Le pardon pour délier ce qui est irréversible. Nous ne pouvons pas faire que l'esclavage n'ait pas eu lieu. Nous ne pouvons pas faire que la colonisation n'ait pas eu lieu. C'est le passé. C'est définitif, c'est irréversible. Et notre humanité ne peut que pardonner. Nous pouvons ne pas pardonner aussi, mais je dis que c'est par notre humanité que nous pouvons pardonner. Il n'y a pas de pardon entre les lions et les éléphants, par exemple. La vengeance est nue. L'humanité, c'est le pardon. Mais à une condition, que le pardon soit assorti d'une promesse. Et la promesse d'Hannah Arendt, c'est l'art d'enchaîner ce qui est incertain. L'avenir est incertain. Et promettre de ne pas recommencer, justement, les abus du passé, c'est un élément important. Et c'est pour ça donc que la politique doit ici reprendre ses droits. Une politique intelligente, une politique empathique, une politique de notre époque. Et c'est pour ça que la revendication d'Haïti n'est pas seulement une revendication de réparation par rapport au crime d'esclavage, mais de restitution de versements indus. Et sur ce plan-là, il ne s'agit pas d'une opposition entre la France et Haïti, mais d'une opposition entre notre époque et une autre. Parce qu'aujourd'hui, je ne sache pas qu'il existe un seul citoyen français ou citoyenne française juste pour considérer cette dette comme normale. Vous parliez tout à l'heure de dette odieuse, de dette euh, euh, de sommes indues, et c'est là que justement nous interrogeons la France pour dire que faisons-nous lorsque nous faisons le constat éthique d'un versement indu versé par l'un des pays qui se trouve aujourd'hui l'un des plus pauvres du monde et que nous ne pouvons pas nous dédouaner. Là, je parle d'un nous collectif, de nous de notre époque contemporaine. Nous ne pouvons pas considérer ce passé comme définitivement révolu. Il nous faut tendre une main empathique à Haïti. Voilà, merci. C'est une reconnaissance à la fois symbolique, nécessaire sur le plan à la fois symbolique et matériel. Nécessaire d'abord sur le plan matériel. Sans cette reconnaissance, le pays ne peut pas avoir une marine, par exemple. Il ne peut pas y avoir de bateau avec un pavillon haïtien. Aussitôt, les marins, tout l'équipage peuvent être attrapés et réduits en esclavage. Concrètement, c'est ce que cela veut dire. Donc, nous sommes soumis à la bonne volonté de nos clients. Et ça veut dire que les autres États peuvent aussi faire une sorte de pression à la baisse sur le sucre, sur le café, sur le bois que vendent les Haïtiens, parce que le nombre de pays avec lesquels nous pouvons commercer librement est extrêmement limité. Donc c'est un pays pris en otage d'un point de vue matériel. Maintenant, sur le plan symbolique, en 1825, vous avez encore dans la population haïtienne des gens qui ont été esclaves, qui ont connu l'esclavage et qui savent que le risque, c'est de le redevenir si jamais la France, mais pas seulement la France, l'Angleterre, les États-Unis sont allés en embuscade. Il faut considérer Haïti comme une sorte de fruit mûr qu'on attend qu'il tombe pour pouvoir le croquer.
par conséquent, les Haïtiens vivent avec la hantise d'une reconquête militaire de la part de la France, et c'est bien pour ça qu'ils demandent, donc, enfin, ils ne sont pas en demande, que c'est la France qui offre cette reconnaissance officielle en échange d'un paiement. C'est-à-dire que la France monnaie, si vous voulez, la position qu'elle a de Cicérone pour introduire Haïti dans le concert des nations. Et donc, sur le plan symbolique, c'est extrêmement important. C'est l'ancien maître qui reconnaît solennellement l'ancien esclave et dit, c'est enfin un homme ou une femme comme une autre. C'est très important. J'avais pas entendu. J'ai donné une conférence l'autre jour avec Pierre Bloquet et la Fondation pour la mémoire. Alors, Pierre Boquet, qui est le, le secrétaire adjoint, enfin numéro 2 de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est une fondation qui milite en faveur de la reconnaissance de l'esclavage et qui a fait de la question de la restitution une cause commune. Et Magali et moi, nous participons à cette fondation et aux discussions où on est. Mais Thierry a eu cette réponse à la même question posée le Covid. On disait qu'en matière de politique internationale, en matière de politique en général, le silence de l'État est une façon de gérer un problème, on va dire, difficile à verbaliser. Donc, dans le silence, l'État travaille, l'État cogite. J'ai eu l'honneur de participer la semaine dernière à la rencontre entre le président Macron et le président provisoire haïtien, Leslie Voltaire. Et bien sûr, j'ai été invité grâce à cet ouvrage. L'idée, c'était que je puisse auprès de Macron défendre la solidarité. Et au dernier moment, au moment d'entrer à l'Élysée, le format de la rencontre a été changé et c'était une rencontre en tête à tête. Donc, le président haïtien est en train de considérer. Il est monté en chaussettes au filet pour parler tennis. Donc, il n'a pas pu défendre avec des arguments qui auraient pu être les nôtres contre la cause haïtienne. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est que pendant l'heure écart qu'a duré la discussion, la question de la dette, qui était quand même le principal motif de la visite, n'a pas duré 5 minutes. Ça a occupé 5 minutes. On a parlé de tout, de mémoire, de culture, de littérature, de poésie, d'Annie Ferrière, de l'importance de la littérature haïtienne. Mais, vous voyez, c'est le mode on pipote, mais au final, hein, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais au final les Haïtiens ont été payés de mots. Nous ne savons toujours pas de quoi sera peut-être dire un truc sur la visite de Hollande. Ah, si on remonte dans le temps. Non, mais c'est moi qui c'est beaucoup mieux. Ah ben, je ne sais même pas en quelle date. 2015. Alors, 2015, c'est la première visite officielle d'un président de la République français en Haïti après un passage éclair de Nicolas Sarkozy en 2010, qui n'a pas véritablement laissé de traces. François Hollande a fait cette visite en 2015
dans le cadre d'une mission qui le mène de la Guadeloupe à Cuba et à Haïti. À l'époque, le voyage était motivé par l'inauguration du Memorial Act de, de la Guadeloupe, qui est le premier grand musée de l'histoire de l'esclavage qui est situé en Guadeloupe. Et à l'époque, pour inaugurer ce monument, le président Hollande avait invité un certain nombre de chefs d'État de la Caraïbe pour donner une certaine solennité à l'événement. Et bien sûr, Haïti était indispensable, incontournable. Et le président haïtien, en échange de sa visite, a dit: je viens à la Guadeloupe à condition que vous veniez nous rendre visite en Haïti, et ce serait une première dans l'histoire des deux pays. Donc, François Hollande s'exécute. En 2000, donc le vendredi, il est en Guadeloupe, il inaugure le Memorial Act et il annonce comme ça à la cantonade que demain, je vais en Haïti et je vais solder une dette que nous avons vis-à-vis de ce pays. Chez nous, en Amérique, aussi bien en Guadeloupe qu'en Haïti, etc., l'histoire de la dette, elle est présente dans tous les esprits. Nous savons tous qu'il y a eu en 1827, justement, non pas une dette, mais une rançon indue. Et lorsque François Hollande parle de la dette, je suis persuadé qu'il n'a, je ne dirais pas qu'il n'a jamais entendu parler, mais qu'il n'a aucune idée de l'écho, de la résonance, de la réception de son discours. Alors tout de suite, les conseillers poussent des cris d'enfer en disant: monsieur le président, de quoi parlez-vous? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on lui dit concrètement que les Haïtiens n'attendent qu'une chose, c'est le remboursement des 21 milliards, chiffre qui avait été annoncé par Aristide en 2004, on dit: mais non, pas du tout. Nous, c'est une dette morale, totalement morale, que nous allons solder en Haïti. Et donc, le lendemain, il arrive à Port-au-Prince et il doit donc faire une déclaration solennelle autour. Alors, soit il en a dit trop, soit il n'a dit pas assez, mais en tout cas, la question de la dette est devenue incontournable. Et chose anecdotique, par ailleurs, au moment où il monte sur la tribune, moi j'étais à l'époque à Port-au-Prince, j'ai vu donc sur les yeux en direct le président Hollande monter à la tribune, passer devant la statue équestre la statue en pied de Toussaint Louverture, et ce moment extraordinaire où le président trébuche, il tombe littéralement sur la tribune, et c'est l'autre président haïtien qui est obligé de le rattraper, de le redresser, etc. Je ne pouvais pas, quoi. Il est connu pour aussi. C'est vrai. Mais pour les Haïtiens, il s'agit d'un sortilège vaudou. Bien sûr, pour tout le monde, ça, il n'y a aucun doute, c'est Toussaint Louverture qui lui a fait un croche-patte pour qu'il ne monte pas comme ça, une sorte de revanche symbolique. Et, et à ce moment-là, François Hollande a eu toute la peine du monde à expliquer aux Haïtiens que non, sa dette est une dette morale et qu'il n'est pas du tout question d'argent entre nous, mais les Haïtiens disent: mais si, parce qu'en fait, il y a une véritable dette, vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Donc, finalement, il a dû faire la promesse de versement de 55 millions de francs dans le système éducatif en Amérique. Mais en fait, sur 21 milliards, il a transformé de la dette en aide. Voilà, la dette est devenue une aide. D'ailleurs, à ce moment-là, on a aussi rappelé que depuis les 20 ou 30 dernières années, la France est le premier contributeur à ce qu'on appelle l'aide publique au développement d'Haïti, et que sur les 20 ou 30 dernières années, voilà les sommes qui ont été dépensées en Haïti. Donc, en gros, ne soyez pas ingrats, même si vous ne dites pas merci, mais quand même. Et ça, les Haïtiens ont très mal compris, très mal compris, de sorte que lorsque, en novembre dernier, lors d'une visite à la ville de c'était au Brésil, dans un ancien port négrier qui est en train aujourd'hui d'être patrimonialisé comme un élément important de cette fête atlantique, le président Macron a été interpellé par un bateau qui disait: mais alors, il serait bête vis-à-vis d'Haïti, etc. Mais il parlait aussi de la qualité haïtienne, un pays dans un marasme total, où on venait de faire tomber l'ancien Premier ministre. Et il a eu des mots extrêmement mal reçus. Il a dit:
Il a dit, mais oui, mais c'est des cons, en parlant des, de- de- du gouvernement haïtien, mais un gouvernement qui est déjà faible, qui est décrié, qui n'a aucune forme de popularité, mais dès l'instant qu'ils ont été traités collectivement de nos et un mouvement nationaliste d'appui qui fait que tous les Haïtiens se sont sentis respectés. Je sentais bien que c'était une attaque vers des responsables directs de la gestion politique. Mais le mal était fait. Et la réponse des Haïtiens et de l'actuel président du Conseil, ça a été 2 jours plus tard, le 1er janvier 2025, pardon, de demander officiellement, cette fois-ci, le remboursement, restitution, la rançon de l'indépendance. De sorte qu'aujourd'hui, c'est devenu une question officielle entre les deux États. C'est pour ça qu'on était beaucoup étonné que pendant l'heure et quart de discussion qu'il y a eu entre les deux chefs de l'État, cette question, qui est quand même centrale, n'est pas occupée plus de 5 minutes dans les débats. Et c'est là encore une façon de dire que je reviens à ce qu'on disait. On a eu une très très belle discussion ce matin autour de ce concept philosophique de dette. Et j'ai posé la question de savoir, et finalement, est-ce qu'une rançon est une dette? Est-ce qu'une dette est une rançon? Que se passe-t-il lorsque, entre celui qui donne, celui qui paie, celui qui reçoit, il y a un rapport non seulement d'inégalité, mais un rapport d'antagonisme, parce que c'était vraiment un rapport violent entre la France et Haïti. Je dirais que notre relation est symptomatique de toutes les inégalités héritées de l'époque moderne. Blanc, noir, riche, pauvre, libre, non libre, civil, militaire, européen et africain. De sorte que cette histoire est en fait une invitation à ce que j'appellerais une nouvelle humanité, une nouvelle forme de responsabilité. Notre responsabilité ne se limite pas à notre empathie pour des contemporains, pour des gens de même race, pour des gens de même couleur, des gens de même sexe, des gens de même orientation, mais c'est une question de dignité universelle. On voit à cet ouvrage de philosophe Norman Adjari, qui s'appelle La dignité au labo, qui pose au terme extrêmement clair, justement, la question de cette dignité universelle qui doit nous conduire, c'est ce que je dis souvent les étudiants, qui sont majoritairement blancs, évidemment, et lorsque je leur fais ce discours, je leur dis, je ne vous tiens pas non plus un discours woke, ce n'est pas une revendication de nègres contre les blancs, je leur dis, votre héritage ne se limite pas à celui de vos ancêtres négriers ou pas, d'ailleurs. Mais votre héritage, c'est aussi le mien. Vous devez revendiquer l'héritage de Toussaint Louverture, revendiquer l'héritage de Boutman, revendiquer l'héritage des Marous pour dire que c'est aussi pour vous qui vous combattez. Parce que s'il n'y avait pas eu révolte des esclaves dans les villes, s'il n'y avait pas eu révolte, soulèvement des esclaves en faveur de la liberté, il n'y aurait peut-être pas eu révolution française. Et si la philosophie des Lumières a fait de la liberté une question universelle, c'était d'abord pour construire un rempart contre les débordements de l'absolutisme qui étaient manifestes dans les colonies et qui, par une sorte de marée montante, finirait par atteindre les sociétés occidentales, les sociétés européennes. Donc, si les philosophes des Lumières ont conceptualisé la question de la liberté sur un mode universel, c'était d'abord pour se protéger contre les débordements de l'esclavage, de l'absolutisme, qui a fait véritablement des ravages dans le Nouveau Monde. Par circularité, ce discours est tombé dans les oreilles des esclaves, qui n'étaient pas non plus une tribu d'esclaves. Il faut toujours se rappeler que l'esclavage n'est pas un état naturel. Il n'y a pas de tribu d'esclaves qu'on va piocher en Afrique. Ce sont des hommes et des femmes libres que l'on impose les chaînes et qui n'ont jamais oublié leur condition de liberté. Je pense que
c'est sur une sorte de cette vérité universelle qu'il nous faut construire un nouvel argumentaire et dire que notre solidarité avec Haïti n'est pas discutable. La raison pour laquelle aucun des gouvernements français non parce qu'on ne peut pas rentrer dans cette, dans cette reconnaissance d'une restriction injuste qui, je pense, pour les gouvernements, peut-être pas sûrement, français, mais craignent d'avoir effectivement de plus en plus de demandes. D'autres cas, d'autres États, soit qui ont été colonisés, soit qui ont été en protectorat. Et ça aussi, qui a vraiment insisté là-dessus, il y a un aspect totalement paradigmatique de Haïti, parce que la dette indue, elle est vraiment évidente. Elle est évidente du fait de cette négociation, de ce paiement, à un moment donné. Donc, ma question, c'est si on part du cas de Haïti comme vraiment étant un cas très emblématique, assez peu discutable finalement, de dette aux dieux, comment vous voyez les choses sur le continuum de cas où on va être proche de choses comme Haïti, mais quand même loin, parce qu'il n'y aura pas quelque chose d'aussi net qu'une négociation de tout ça, etc. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait aussi ce matin sur ce que disait Paul, entre la dette entre deux personnes et puis la dette ensemble. Comment la philosophie de l'économie pourrait nous aider à faire le départ entre des cas non ambigus, des cas très ambigus, très problématiques, et puis des cas où je dirais, il est hors de question de réparer de raison. Comment on fait ça? Moi, je ne sais pas si je vais répondre à la question sur les plans des principes de philosophie politique, mais je vais prendre la question de toute façon. Effectivement, il y a un lien entre, de façon générale, d'ailleurs, on va évoquer là, justement sur cette question de l'équivalence éventuelle entre la restitution de la dette et l'aide. Enfin, en tout cas, quelqu'un comme Hollande a fait l'équation. Hein. Et donc, c'est quand même, si on regarde l'ensemble de ce qu'est institutionnellement l'aide au développement, on appelle l'aide publique au développement. Donc, là, pour le coup, je ne parle même pas de l'aide qui est gérée par les organisations non gouvernementales, etc. Ça, c'est autre chose. On parle même de l'aide, donc ça va être de l'aide bilatérale d'État à État, où on reconnaît un État souverain et un usage de l'aide et qui va en faire ce qu'il veut. Ce principe d'aide, il n'a jamais été. Cette aide, elle est née de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Et ce principe d'aide des pays, il est né implicitement de l'aide à des anciennes colonies. Parce qu'en fait, si on regarde les empires coloniaux européens, français, britanniques, etc., dans la dernière période, c'est ce que j'ai évoqué, après la Seconde Guerre mondiale, quand les empires sont encore complètement dissous ou défaits, on a déjà le début d'un principe de transfert entre la métropole et la périphérie coloniale, etc. Et donc l'aide au développement va un peu prendre le relais de ces transferts de façon un peu plus économique, presque plus économique, hein, on va dire, voilà, maintenant, voilà. Et donc, il va y avoir un relais et elle va être rationalisée par les économistes, cette aide,
pour dire on a intérêt, d'ailleurs, en fait, on a intérêt à avoir une sorte de rattrapage des pays pauvres qui vont ouvrir leur marché, à condition qu'ils ouvrent leur marché. Donc on va être dans un contexte de guerre froide où si les pays sont plus affiliés à l'Union soviétique, on va dire, bon, bah, demandez-leur de l'aide à eux si vous voulez, mais voilà, ou bien on va aider plus. Donc l'aide va avoir une géopolitique, hein, et jamais, en fait, même sa naissance implicite, euh, sachant que sa naissance implicite est un peu dans le monde colonial, hein, on ne va jamais véritablement la décrire, alors qu'elle peut être décrite rétrospectivement comme ça, comme une redistribution internationale. Mais c'est une redistribution tellement intéressée au départ, d'une certaine façon, qu'on ne va pas la décrire comme une redistribution des intéressés, ou en tout cas avec un objectif de justice internationale, de justice cosmopolitaniste. Ouais. Or, on pourrait le dire. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait faire l'équivalence, alors, avec des torts ou des dommages, et on dirait, bah, l'aide est là pour ça. Donc, l'aide est là pour, on a des dommages, on a effectué des dommages, ces dommages sont que de l'esclavage, sont ceux aussi de la colonisation par la suite, même sans esclavage, même après l'abolition. Et l'aide, elle vient comme ça. Il y a des auteurs, on va le retrouver, je n'ai pas son nom en tête, il y a des auteurs nigérians qui ont écrit voilà, l'aide comme philanthropie, l'aide au développement comme philanthropie. Donc on peut le voir comme ça. On peut faire aussi des économistes qui ont calculé les allocations de l'aide par pays, hein, entre les pays, hein, selon plusieurs principes. On va dire, bon, ben, mettons que l'aide, ça sert à réduire la pauvreté dans les pays. Bon, alors, ça, c'est un premier principe. Donc, alors, à qui vaut-il mieux plus donner d'aide? Il faut plutôt donner des pays plus pauvres, mais il faut aussi donner à des pays pauvres où l'efficacité de l'aide est plus élevée. Donc, il y a un principe à la fois de redistribution puis d'efficacité, etc. Voilà, et on va calculer une allocation. Puis après, on peut avoir un autre principe. On dit, non, mais moi, c'est égal. Est-ce que, par exemple, je dois considérer que les habitants d'un pays sont responsables de leur gouvernement, surtout si ce gouvernement n'est pas démocratique et s'il utilise mal l'aide. Et donc, est-ce que je dois punir des pays qui ont un mauvais gouvernement, etc. Donc, on a plusieurs allocations normatives, hein, théoriques, hein, vis-à-vis desquelles on confronte l'allocation réalisée, qui est un mélange de principes en réalité. Peut-être quelques principes de justice, on peut l'espérer, mais il y a aussi des principes géopolitiques, d'intérêt. Voilà, il y a aussi la rémanence de relations coloniales et post-coloniales aujourd'hui, etc. Donc, bon, l'allocation réelle actuelle, elle est un petit peu un mélange de tout, mais il y a plein de travaux là-dessus. Alors après, est-ce que ça, on voit bien qu'on peut avoir plusieurs principes. Maintenant, là je ne pourrais pas du tout. Donc, il y a quand même une question d'équivalence. Et donc, ensuite, la question, c'est un peu les modalités. Ensuite, s'il y avait restitution, on en parlait à midi. S'il y avait restitution, donc, il faut imaginer que c'est l'État français qui restituerait, parce que c'est l'État français qui a instauré cette dette odieuse. Et ensuite, Jean-Marie a dit, en même temps, ceux qui ont bénéficié, c'est quand même une petite minorité de Français. Donc, d'une certaine façon, si l'État français, avec les impôts des Français, remboursait, en imaginant même que ces Français soient les Français de 1825, c'est une majorité de Français payerait pour aussi un argent qui finalement était reçu par une minorité. Hein. Bon, il y a toute une série de questions dans les modalités mêmes, hein, de ça. Puis ensuite, qu'est-ce que Haïti, qu'est-ce que les gouvernements ou les élites d'Haïti feraient de cet argent? Il y a aussi une question dans les modalités. Voilà. Donc, je dis pas que le diable est dans les détails, mais de cette façon, oui, on peut se poser aussi de grandes questions sur quelles sont. Là, on est dans un cas, comme tu as dit, paradigmatique. Voilà. Ensuite, tous les jugements sont choses humaines. Moi, j'ai aucun, enfin, en ce qui me concerne, moi, j'ai aucun étalon pour dire ensuite. Alors, le maximum étant le cas d'Haïti.
à combien est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est par exemple les spoliations en Kabylie en 1871. Bon, voilà, je pense que on peut, on pourrait dire, si j'appliquais les règles du droit international d'aujourd'hui, qui ne sont pas, qui ne sont pas celles qui ont été appliquées à l'époque. Je sais pas. Je ne vois que des réponses pragmatiques, c'est-à-dire en disant bon voilà, c'est tel principe ou c'est tel principe qui est là, mais pas, j'ai pas d'échelle voilà, du mal et du bien du mal. C'est un peu compliqué. Je ne vois pas très bien. Par contre, on peut voir les principes d'aide en acte, dire bon, bah, qu'est-ce qui manifeste comme préférence révélée de cette façon. Oui, la question c'est qu'est-ce qui se joue? Il peut jouer enfin, il y a ça, mais il y a aussi. Enfin, Comment comparer Haïti à d'autres il y a que le débat sur la restitution de dommage est soutenu par plusieurs peuples descendants en Amérique, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, etc. L'idée est de dire qu'il y a une boîte de Pandore à ouvrir en deux étapes. La restitution, je dirais, de la rançon payée par Haïti est la plus légitime et la plus simple à. Je ne veux dire pas simple, mais elle est déjà chiffrée. Après, on peut. L'actualisation est plus compliquée. Elle est chiffrée, elle est indue et elle est facile. Le caractère illégitime est évident. Mais derrière, il y a un deuxième combat ouvert par les acteurs descendants, c'est la question de la réparation, c'est-à-dire les 3 siècles d'esclavage. En gros, et là, on est sur des montants, je dirais, qui sont encore beaucoup plus importants, parce que ces 3 siècles, imaginez, je dirais, si on les évalue au plus du SMIC, aujourd'hui, pendant 3 siècles, il y a des millions de personnes auxquelles on retire une petite indemnité de nourriture, parce que ça ne pas bien nourri, pas bien logé, mais ça commence à faire là, des bons centres de choses qui vont toucher là tous les pays européens et y compris les États-Unis. Voilà. Bon, mais le point de vue de la restitution, c'est plus légitime, plus facile, mais il y aura une opposition dans une très forte des pays occidentaux, parce qu'ils savent très bien que derrière ce combat, le deuxième cycle de la réparation va s'ouvrir, et là, il va concerner tous les pays européens, c'est-à-dire Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, la France, les États-Unis, etc. Et que là, les montants sont immenses. Voilà un petit peu l'enjeu. Alors, la question, je pense que du côté des afro-descendants aux Amériques, sont plutôt sur une position, je dirais, plutôt légale. Il faut attaquer la France au tribunal. Bon, bon, mais sachant que ça passera par des tribunaux, je dirais, européens ou des tribunaux internationaux, c'est pas le cas, et je pense que ça n'a aucune chance d'aboutir. Il y aura tous les pays européens voient l'enjeu qu'il y a derrière. C'est extrêmement important. Donc, mais la deuxième façon de faire, c'est de dire, c'est plutôt la nôtre, de dire, la question va plutôt se poser de façon légitime et non pas légale, parce que la légalité va être trop compliquée, et dans 40 ans, il y a encore. Il y a des gens qui vont s'investir, mais c'est les avocats qui vont s'investir, ce ne sera pas ici. Et donc, travaillons plutôt sur une négociation, une reconnaissance, et, mais qui ne soit pas simplement moral, et un accompagnement de solidarité à l'Haïti dans sa reconstruction. Donc, mais aujourd'hui, il y a les deux tendances, une tendance soit légale, soit basée sur la légalité, soit sur la négociation. Voilà un petit peu tous les enjeux qui se jouent derrière tout ça, mais ils sont énormes. Par exemple. Moi, ce que j'ajouterais, c'est le distinguo nécessaire à faire entre culpabilité et responsabilité. Parce qu'on demande aujourd'hui aux Européens, en fait, cette sorte de solder une dette dont ils ne se sentent pas, en quelque sorte, coupables. Effectivement, nul n'est coupable aujourd'hui, en 2025, de l'injustice, tort, perpétré par la France contre Haïti, même si on a des gens, même si on est descendants directs
parlons de NATO. On ne peut pas imputer aux gens les forfaits de leurs parents, de leurs frères. Donc, c'est un principe philosophique qui est extrêmement important. Donc, la France ne peut pas être considérée collectivement comme coupable, mais en revanche, nous sommes collectivement, et pas seulement les Français, mais nous aussi Haïtiens, collectivement responsables vis-à-vis de la misère d'Haïti. C'est ça la véritable question. C'est ça la question de la légitimité. Il faut dire que nous, contemporains, conscients de cette dette odieuse et des conséquences que cela a sur l'économie du pays, parce que là, on avait tout à l'heure des chiffres qui disaient que c'était à peu près 2% de revenus Haïti qui étaient du montant de cette dette, mais c'est 80% du budget de l'État. Quand on dit 80% du budget de l'État, ça veut dire qu'en fait, le service de la dette siphonne littéralement le trésor public. Pendant tout ce temps, pas d'école, pas d'université, pas de service. Et Haïti est aujourd'hui le produit de cette dynamique de plus d'un siècle qui a conduit en fait à la paupérisation du peuple. Tandis que dans le même temps, vous avez une bourgeoisie haïtienne qui s'enrichit au passage. Donc, nous ne pouvons pas non plus fermer les yeux sur ces profiteurs, on va dire, de l'ombre, qui d'ailleurs, il se trouve souvent des gens pour dire que le régime de Jean-Pierre Doyen, qui a prophétisé l'acte, enfin, l'ordonnance, que Doyen a vendu le pays, qu'il a se comporté comme un chef. Ça, c'est ce qu'on dit rétrospectivement. C'est à quoi je réponds que non, les gens qui ont connu l'esclavage, c'est vrai, et qui se voient offrir la possibilité de racheter leur liberté à un moment donné, sachant que cette possibilité peut très très bien être retirée parce que la France aurait connu, après 1825, un regain de puissance, les Haïtiens ont pris très au sérieux et la menace française et l'offre de reconnaissance de cette indépendance. Il y avait quand même des bateaux prêts à tout casser. D'accord, mais ce n'était pas qu'une menace en mer. Il faut dire juste une chose, Charles X est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, parce que Charles X, c'est le mythe de 1825, mais c'est aussi le mythe de l'invasion de l'Algérie. Juste en 30, juste avant que Charles X soit viré de son trône par les Croix Glorieuses célébrées à la place de la Bastille, Charles X a quand même lancé l'invasion de l'Algérie. Donc, pour la France, des questions de réparation qui peuvent aussi se poser à un certain degré en ce qui concerne l'Algérie. C'est Charles X. C'est le même bateau, la Fierté, qui a amené bateau à Haïti, qui a été à Alger en 1800. Et je pense qu'effectivement, on n'a pas vraiment répondu à ta question. Non, pas du tout. Mais parce qu'on ne sait pas répondre, je pense. Hein. Que moi, quand même, mais par contre, je pense que la question de l'aide, l'équivalence avec l'aide, en pratique, de façon pragmatique, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Dans un monde où l'esprit de l'aide, même là, actuellement, hein, très concrètement, avec un Trump qui supprime l'agence d'aide américaine, etc., a besoin d'être revisité sous la forme d'une solidarité responsable internationale. Ces questions-là de restitution, de réparation, c'est une façon de réenvisager ou d'envisager à nouveau les motivations de l'aide au développement et les orientations de l'aide au développement, qui, comme je dis, l'aide actuelle ayant pour partie ces motivations, mais avec d'autres motivations qui sont plus géopolitiques, etc. Donc après, il faut partir des questions concrètes. On va pas, personne ne va jamais se mettre d'accord sur la liste des priorités, des pays prioritaires pour l'aide. En fait, je voulais répondre un peu à ta question. En fait. Personne ne va jamais se mettre d'accord pour dire, bon, voilà, le premier pays qu'il faut... Sinon, dans les calculs, les gens vont dire, on peut classer les pays par ordre de pauvreté. Par exemple. On peut dire, bon, voilà, c'est ce critère-là. Ça fait peut-être un... Je préciserai un petit peu ma question, parce que Charles X, c'est aussi le milliard des immigrés. C'est-à-dire que c'est lui qui indemnise les nobles français immigrés avant la Révolution française et qui reviennent ensuite. Et justement, est-ce que le niveau doit se situer au niveau des personnes
et de leurs descendants. C'est-à-dire qu'on essaierait de regarder qui a bénéficié comme personne physique de ces transferts, on suivrait la monnaie du côté de ceux qui en ont profité et aussi du côté de ceux qui ont effectivement bénéficié. Parce que pour vous, c'est à ce niveau-là qu'il faut donner des problèmes d'archives, ou bien est-ce que c'est au niveau, par exemple, de l'État? C'est-à-dire, on va dire, ça fait un peu spéculatif, dire, bon, on n'est pas responsable de ce qu'ont fait nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. En revanche, l'État, lui, est immortel et la bonne échelle, c'est des relations entre États qui décident de solder dettes. Enfin, comment appréhender un peu le problème de ces questions qui sont tellement, enfin, qui sont assez multidimensionnelles, mais surtout où il y a potentiellement des niveaux un peu différents de qui est concerné en fait. Pour considérer que qui est. Je pense que vous avez en partie répondu à la question. C'est-à-dire que il est vrai que ce sont des particuliers qui ont reçu. Il est vrai que ce sont des particuliers qui ont dû verser tous les élections. C'est quand même par la force de l'État, c'est quand même par la menace de la manière d'État que cette dette a été imposée. Une dette qui n'en a pas une, qui a en fait une rançon. Et c'est ici que se pose la question de notre, non pas culpabilité, mais de notre responsabilité collective. Il faut dire qu'un acte qui a été commis au nom de l'État français ne peut être soldé que par l'État. Si vous voulez, en fait, c'est l'inverse qui est paradoxal. C'est-à-dire, dans le cas d'Haïti et de la France, c'est le paradoxe du versement d'une indemnité par le vainqueur au vaincu. Ce qu'a fait l'Allemagne, c'est-à-dire le versement d'une indemnité au vainqueur, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est la loi de la guerre dans toute son horreur. Et là, il n'y a pas eu de première. Je parlais de la première. Et encore, les réparations, enfin, allemandes, même de la Première Guerre mondiale, ont été relativement peu honorées. La France en est beaucoup plainte. La France qui était le premier destinataire de ces réparations allemandes. La France avait l'intention, avec les réparations allemandes, de faire un fonds de développement pour ces colonies. Et ils ont dit, bah non, il n'y a pas les réparations allemandes, donc pas de fonds de développement dans les colonies. Voilà. Ils l'ont fait après la Seconde Guerre mondiale, mais alors que les Britanniques, en 1924, le gouvernement soviétique avait lancé un fonds de développement, les Français ont dit sans réparation allemande, pas de fonds de développement dans les colonies.
opinion, cette question, d'accord? Je pense que moi, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que, je paraphraserai ici René Dumont pour dire que l'État haïtien est mal parti, dès le départ. Au sens que Haïti, c'est une révolution anticoloniale, une révolution anti-esclavagiste, une révolution antiraciste, mais ce n'est pas une révolution sociale. Il n'y a pas eu redistribution des terres, il n'y a pas eu redistribution des cartes. Au contraire, aussitôt l'indépendance proclamée, les anciens phares et cadres de l'armée indigène se sont transformés en nouveaux maîtres. Et malgré l'élimination de la classe des colons, la classe des maîtres, ceux qui ne font pas partie, en réalité, la plupart d'une tête, d'accord? Eh bien, ce sont leurs propres frères, en fait, qui sont devenus des nouveaux maîtres, au motif qu'ils étaient plus ou moins métissés, etc. Mais en fait, en Haïti, nous avons reconduit le système, on va dire, inégalitaire, hérité de la colonisation, euh, avec le racisme en moins, mais le système mis en place, c'est un système de classe, c'est un système de caste, même, qui aujourd'hui encore perdure en Haïti. Il y avait une même... Alors peut-être qu'on peut prendre deux questions en même temps. Deux questions. Oui, alors, moi, au fur et à mesure de la discussion, il y a une question qui ne faut pas ici pour moi. Parce que, on peut parler de rançon, mais ce rançon, je dois verser quelqu'un qui, militairement, à un moment, a été vainqueur. Et donc, j'arrive pas à comprendre exactement ce qui fait le caractère odieux de la dette. Est-ce que c'est le fait de rançonner de la part de l'agresseur, enfin, du potentiel agresseur, c'était la France, enfin, qui évidemment crédible. Ou est-ce que c'est le fait de contraster avec des gens qui ne sont pas, qui ne représentent pas les intérêts du peuple haïtien? Et si je pense à ça, c'est parce que je pense à la dette grecque, qui a été qualifiée de dette odieuse pour signifier qu'elle avait été contractée par des gens qui allaient contre les intérêts du peuple grec. Et que donc le peuple ne pouvait pas être, la nation ne pouvait pas être solidaire. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et donc, j'aimerais bien clarifier. Ma question n'est pas très ferme, mais j'aimerais bien clarifier ça. Est-ce que ce qui fait la dette odieuse, c'est que, en réalité, l'État français a négocié avec des gens qui savaient bien n'être pas les représentants légitimes des intérêts d'Haïti, ou est-ce que c'est une position de force? Mais voilà. Je exactement la même question, je réforme. Je me demande quand vous parlez de dette odieuse, je me demandais en vous écoutant si votre qualificatif de jeu c'était un qualificatif moral, c'est une horrible dette, une méchante dette, etc. Ou un qualificatif technique, en effet, la dette odieuse, c'est la dette contractée par un État qui ne représente pas les intérêts des petits peuples et qui ne peut pas être indigne en cas de discussion. Voilà, et peut-être les deux, et peut-être qu'il y a un lien entre les deux, mais moi aussi, ça me fait exactement poser la question. Voilà. Bon, on écoute peut-être la deuxième question.
Vous avez, là, enfin, pas du tout, reste une très profonde réflexion philosophique, mais dans ma première diapo, là, je disais un gouvernement illégitime qui contractait dans des conditions illégitimes. Donc, soit par un gouvernement illégitime, soit des conditions illégitimes. Je crois que là, les conditions illégitimes, en l'occurrence, c'est-à-dire pour que vous reconnaissiez votre indépendance, vous allez rembourser, vous allez payer quelque chose qui consistera à rembourser, non pas à indemniser les esclaves qui ont été esclavagisés là, mais à indemniser les propriétaires de ces esclaves qui maintenant sont en France métropolitaine, pas en France, tout simplement. Voilà, il y a pas mal de caractéristiques. On pourrait presque même dire que c'est un peu c'est le gouvernement d'Haïti, le gouvernement français d'Haïti qui a imposé à Haïti de s'endetter sous cette forme-là vis-à-vis d'un autre gouvernement qui est le gouvernement français de France hexagonale, d'accord. Et donc, enfin, effectivement, c'est parce qu'on dit, mais vous devez, voilà, enfin, d'une certaine façon, il y a le gouvernement hexagonal demande à l'État haïtien là de payer parce qu'auparavant, c'était pas il était le gouvernement illégitime, c'était le gouvernement français. Hein. Non, je crois que les conditions de la dette sont suffisamment illégitimes pour. Donc, effectivement, le cas de Saddam Hussein, par exemple, les gens vont dire que c'est pas le gouvernement illégitime. Donc nous, on n'a plus redevable des dettes accumulées par Saddam Hussein. Mais il y a des conditions illégitimes. On pourrait dire, là, en l'occurrence, le gouvernement illégitime, dans le cas d'Haïti, c'est ça que je veux dire, c'est le gouvernement d'avant l'indépendance d'Haïti. C'est à cause de ce gouvernement illégitime-là qu'ensuite, pour acheter son indépendance, il a failli payer une dette illégitime, odieuse, au gouvernement hexagonal. Et quelque part, on peut trouver le gouvernement illégitime, même dans le cas d'Haïti. C'est celui d'avant. C'est celui d'avant l'indépendance d'Haïti. À un moment, il y avait signé Haïti, la paix contre les paysans pour la France européenne. Vous avez entendu ça. Alors, je crois qu'il est très important, lorsque nous parlons des faits historiques, de ne pas les juger à l'aune de leurs conséquences, mais à l'aune de leurs motivations. Parce que si nous jugeons les choses par les conséquences, 200 ans plus tard, on peut dire, voilà le résultat. Donc, déontologie. Pas des conséquentialistes, mais déontologie. Absolument. Pour dire quelles étaient les motivations. Je ne pense pas que les motivations étaient aussi machiavéliques. C'est pas comme si les Haïtiens avaient vendu la cause du pays en disant, bon voilà, on s'en débarrasse. Donc, il y avait un risque réel de se faire exploser par la France parce que les économistes sont conséquentialistes. Moi, comme haïtien, je ne peux être que dans la déontologie pour essayer de comprendre. Donc, quand nous disons d'être odieux, c'est pour dire qu'il est éthiquement inconcevable de faire payer à un esclave une liberté qu'il a acquise sur le champ de bataille, au motif qu'il doit dédommager un maître qui lui-même est enfin, je veux dire, au cœur d'esclavage, de civilisation. En gros, c'est ce que j'appelle le salaire du crime, c'est-à-dire le paradoxe de la rançon du vainqueur au vaincu. Donc, c'est en ce sens que le mot Dieu, justement, introduit une valeur morale qui peut être contestée, c'est une dette paradoxale, une dette qui n'est pas à sa place. Et c'est pour ça qu'on préfère parler de l'enfant. Je pense que vous voulez ajouter quelque chose. Oui, ça, après, je reviens. C'est les d'attaque, pour dire que les choses de je pense qu'en 1825, il n'y a pas beaucoup de gouvernement légitime. Donc, à mon avis, c'est pas le bon angle d'attaque. À mon avis, l'angle d'attaque, c'est plutôt le droit. Je considère qu'une dette est un échange entre un bien contre un paiement différé, avec le consentement des deux parties. Lorsque les conditions sont réunies, et qu'il n'y a pas de consentement d'une partie, mais qu'il y a imposition, cet échange est considéré par le droit comme nul et non abus. Voilà. Et je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que Massot était vraiment arrivé avec une quinzaine de navires et 500 canons.
qui ne pouvait pas prendre l'île, mais pouvait déjà bombarder et détruire Port-au-Prince. Et deuxièmement, l'ordonnance de Charles X, citant que si cette habilité n'est pas payée, la France ne reconnaîtra plus l'indépendance d'Haïti et pourra revenir réenvahir. Donc il y a une menace immédiate avec l'armada qui est dans la baie de Port-au-Prince, et il y a une menace, je dirais, future de revenir envahir l'île et instaurer le type d'esclavage qui n'accepte pas cette. Et à mon avis, c'est ça qui fait le côté léonin de fait, et donc illégitime, et donc ce qu'on appelle odieux. Odieux est un terme, je dirais, oui, mais parce qu'on s'arrêtait uniquement au caractère léonin de la dette haïtienne, voilà, l'ensemble des dettes coloniales dont j'ai parlé pourrait être bien souvent aussi classifié comme léonine. Donc, je pense que d'un certain point de vue, il y a quand même une particularité aussi de la dette haïtienne à cause de cette histoire de l'esclavage qu'on ne peut pas complètement retirer, comme vous l'avez dit aussi, parce que derrière, il y a aussi des réparations. Donc, derrière, il y a le caractère odieux, pas comment le dire, de l'esclavage, qu'on ne rencontre pas au même degré dans d'autres. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que alors, donc, je ne sais pas quel adjectif utiliser, mais je pense que le caractère uniquement purement léonin du fait qu'on a imposé, et donc en fait cette dette est nulle et non avenue, il y a beaucoup de cas où les réparations exigées par l'Espagne au Maroc, parce que le Maroc dit Ceuta, c'est quand même un territoire, etc. etc. Donc bon, l'Espagne fait la guerre et ensuite le Maroc perd, et on lui dit ben voilà, maintenant la facture. Franchement, c'est aussi très léonin, quoi. C'est très léonin, mais et donc ça a un certain degré d'odiosité, je ne sais pas comment on dit ça, mais d'un autre côté, peut-être à cause de, on ne peut pas retirer le contenu, je pense qu'on ne peut pas retirer le contenu de l'esclavage, etc. C'est pas que le gouvernement d'Haïti par la France, c'est un gouvernement esclavagiste avec une exploitation économique astronomique, qui n'a pas de, qui a des points de comparaison, mais qui est presque sans précédent d'une certaine façon. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il lui donne son caractère paradigmatique. Parce que si on dit juste, c'est une dette léonine entre deux États, il y en a beaucoup, quoi. Il y en a beaucoup. Ça, je veux dire. C'est pour ça que c'est difficile de découpler le. Les problèmes sans fil, et c'est pour ça que c'est une bonne pour l'or. C'est pour ça que le rare expulsion peut l'ouvrir. Alors, juste pour votre information, la dernière rencontre entre le président haïtien et le président français, Macron a annoncé que le 17 mai, 17 avril, voilà, il y a l'anniversaire du centenaire de l'ordonnance de Paris, il ferait une déclaration, comment on appelle ça, une déclaration solennelle. Voilà. Donc, on va bien voir ce qu'il va dire. Nous avons un colloque au Collège de France. Voilà. Oui, enfin, le dernier panel, on sera de nouveau ensemble. Et Magali aussi, voilà. Alors, pour répondre à votre question sur la solitude existentielle haïtienne, c'est une solitude qui est conséquence du fait que, juste, je vais prendre l'exemple du Brésil, le Brésil est avec Cuba le dernier pays d'Amérique du Sud à avoir aboli l'esclavage. 1889, hein? Hein? 1888, c'est-à-dire pratiquement, parce qu'en Haïti, l'esclavage est aboli en 1796. C'est-à-dire, l'esclavage va durer pratiquement un siècle encore à Cuba, au Brésil. Et lorsque Miranda et Bolivar viennent en Haïti pour demander aux Haïtiens de l'aide pour continuer la guerre de l'indépendance, les Haïtiens leur donnent cette aide en échange de la promesse de mort. C'est pour ça que je reviens à cette idée donc, de pardon et de promesse, pour dire la promesse qui est faite aux Haïtiens, c'est que partout où Bolivar serait vainqueur, il abolirait l'esclavage. C'est un acte fait en solidarité avec nos frères esclaves sur le continent. On oublie souvent qu'au Brésil, au Pérou, en Équateur, au Venezuela, en Colombie, il y a à l'époque encore des esclaves.
ces pays nouvellement indépendants, il est hors de question d'accueillir un ambassadeur ou un chef d'État noir qui donnerait un exemple, alors là, pour le coup, odieux, si vous voulez, entre guillemets, aux autres esclaves. Donc, cette solitude existentielle haïtienne, elle découle d'une nécessité politique, sociale et ontologique de l'époque, parce qu'on ne considère toujours pas ces nègres comme étant des humains. Et pour comprendre ce qui se passe, c'est comme si 21 ans après les accords d'Alger, après les accords d'Évian, pardon, en 1983, l'Algérie avait versé des indemnités aux pieds noirs qui avaient trouvé représentants. Quand on essaye d'imaginer la chose, on se dit, mais non, c'est pas possible. C'est la même chose. C'est exactement la même configuration. C'est un pays, Haïti, en 1925, c'est une Algérie qui doit verser des indemnités aux pieds noirs au motif qu'ils ont perdu leur terre et pas d'esclaves en Algérie, et leurs esclaves pour les dédommager. C'est ça, le scandale. C'est ça le caractère odieux. Sachant que, on peut regarder le niveau d'exploitation économique d'Haïti, très au-dessus du niveau d'exploitation économique de l'Algérie. D'Haïti, le niveau d'exploitation économique des Algériens était élevé. Je voulais juste, enfin, sur cette question qui a été soulevée là, est-ce que si Haïti réclame cette restitution, est-ce que ça signifie que Haïti n'est pas sorti de la dépendance vis-à-vis de la France, en l'occurrence? Je vais juste souligner, j'ai beaucoup insisté sur la question aussi pragmatique de qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Cet argent, ça va pas être un chèque de 20 milliards. Ça a été dit, pour que ça puisse avoir lieu, il faut que cet argent, alors, il pourrait être mis dans une fondation, par exemple. Cette fondation, sur la base de cet argent, dégagerait des revenus. Ces revenus seraient investis dans l'économie haïtienne, dans des modalités graduelles. Voilà. Les choses intéressantes, les questions à la fin intéressantes quand même pour moi, je veux dire, c'est, bon, on réunit un certain nombre de gens qui conviennent que ce cas-là est quand même un cas vraiment problématique. Ça sera toujours chose humaine. Il y aura toujours des gens pour dire, oui, mais si c'est celui-là, alors il y en a un autre qui est très proche, etc. On verra dans le débat. On verra si, effectivement, comme on pourra dire, oh, ben, l'Algérie et l'Algérie, alors, non, on pourra dire, oui, mais c'est quand même moins grave. On peut avoir des indicateurs hein, de jusqu'à quel point l'extorsion a été moins grave, etc. Et donc, on va rentrer dans le système de l'aide. Et le système de l'aide, les pays, la France aide Haïti, d'autres pays, etc., etc. Pour des raisons, voilà, pour des raisons plus ou moins énoncées, explicitées. C'est une occasion d'expliciter pourquoi on aide un pays. Ça ne se fait pas jusqu'à présent, mais on pourrait très bien imaginer que dans une aide renouvelée, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Alors l'aide, qu'est-ce que ça signifie l'aide? L'aide, inévitablement, d'une certaine façon, si vous êtes aidé par quelqu'un, vous avez une partie de votre souveraineté est un tout petit peu entamée, d'une certaine façon. Puisque, je veux dire, vous perdez un tout petit peu de souveraineté. Il n'y a qu'à voir, enfin, je veux dire, le Québec, du jour au lendemain, le Québec, en tout cas, les indépendantistes québécois espèrent à un moment avoir l'indépendance du Québec. Actuellement, le Québec est une province, ça n'a pas toujours été le cas, mais à l'heure d'aujourd'hui, qui reçoit des subventions fédérales de l'État fédéral canadien. Les gens d'Ottawa, de l'État fédéral, ont dit au Québec, si vous devenez indépendant, on est bien d'accord que vous n'aurez plus les subventions fédérales. Donc, on voit bien qu'il peut y avoir une balance entre la souveraineté et l'aide. On voit bien qu'il est implicite, c'est dans votre question, il me semble. Il y a une balance entre la souveraineté, je suis parfaitement indépendant comme Québec, et du coup, oui, je reçois moins d'argent d'Ottawa. Hein. Il y a des chances que ça se produise comme ça. Voilà. Donc, il y a bien concrètement voilà. Mais malgré tout, il ne faut pas tout mettre. Enfin, c'est pas 0 ou 1. C'est-à-dire que le degré, quand on aide quelqu'un,
ça ne signifie pas nécessairement qu'ensuite ils doivent nous obéir sur tous les plans, etc. Ça dépend du degré d'aide. Après, peut-être faut-il refuser. Il y a des pays en développement qui, à un moment, on dit je vais refuser d'être trop aidé, d'être excessivement aidé. Parce que et être excessivement aidé, excessivement, dépend, ça veut dire dépendre trop aussi. Et ça veut dire aussi que les généreux aideurs peuvent vous dire attention, utilisez bien cet argent, utilisez-le utilisez-le pour les entreprises françaises. Hein, mais n'oubliez pas quand même que cet argent vient de France, etc., etc. Donc, bien sûr, on perd de l'autonomie et de la liberté de choix. Mais c'est quand même une question de degré. Voilà, c'est pas juste à partir du moment où je suis aidé au premier euro, ça y est, je suis plus libre. Il y a une forme de degré, il y a un degré. Mais, et donc, c'est un bargain, hein, c'est vraiment une négociation. Il y a quelque chose de négocié dans l'aide. Et par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, les règles internationales, par exemple, interdisent l'aide liée, qu'on appelle l'aide liée, c'est-à-dire, en tout cas, les règles de l'OCDE interdisent l'aide liée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dire je vous aide, je vous donne de l'argent, enfin, c'est des dons ou bien des prêts bonifiés, et en échange, le président Macron serait tout à fait tenté de faire, en échange, vous achetez, quand vous faites le métro, votre métro, votre réseau de bus, c'est bien sûr Alstom que vous avez. Voilà. Alors, il y a une partie de l'aide qui en fait, c'est en réalité encore liée, une partie minoritaire, qui est gérée par Bercy, en l'occurrence, tandis que le reste de l'aide qui n'est pas liée, elle est gérée par les Banque française de développement, etc. Il y a bon, à une certaine époque, l'aide, il n'y avait pas de règles, et donc elle était très souvent très très liée. Et donc la géopolitique de l'aide était encore économique, était très forte. Je vous laisse aller. Vous n'êtes pas prêt à reconnaître une responsabilité particulière ou même une relation particulière. Beaucoup d'Haïtiens parlent français. Voilà, il y a une relation particulière entre Haïti et la France, historique. C'est une restitution, on fait partie. Voilà, on va dire, on fait partie. J'entends l'aspect culpabilité, mais. Vous pensez que cette rencontre, commencée à l'époque, ça est continue, voilà. Et oui, mais c'est ça la grande, c'est ça la différence. Ouais, je pense que vous êtes quand même d'accord que la responsabilité de la France vis-à-vis d'Haïti n'est pas celle que la responsabilité de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, ou de la Pologne. D'autant qu'en plus, les Polonais, c'est une petite anecdote, ont joué un rôle très important dans l'indépendance d'Haïti, parce qu'en 1802,
il y avait un contingent polonais que l'on a amené en Haïti pour rétablir l'esclavage des nègres. C'est surtout que les Polonais étaient dans le contingent parce que Napoléon a promu une indépendance à la Pologne qui, à l'époque, était colonisée par la Russie. Donc, les Polonais n'aimaient pas trop l'esclavage, mais bon, ils se sont dit, tant pis, on va écraser, on va aller à Haïti, on va aider la France parce que la France nous aide dans les contextes coloniaux contre la France. Le problème, c'est que lorsqu'ils sont arrivés en Haïti, les Polonais, ils ont fait exactement l'inverse. Ils ont retourné leur fusil contre la France. Ils ont pris le parti des Haïtiens, ce qui fait qu'aujourd'hui, encore en Haïti, nous avons des descendants de Polonais qui sont des nègres aux yeux bleus, d'accord, et qui sont fiers de leur double origine, c'est-à-dire à la fois polonaise et haïtienne, et qui et c'est pour ça que pendant toute la période de la guerre froide, Haïti, pour des raisons évidentes, a dû couper les relations avec tous les pays du bloc soviétique, sauf la Pologne. Nous avons toujours eu des relations amicales, cordiales avec ce pays. Merci la Pologne. Oui, c'était pour dire que si on part du principe que la responsabilité de la France est plus importante que celle de la Pologne ou de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est bien qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est que il y a, ça nous restitue la question de la dette vis-à-vis de la France. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une dette française vis-à-vis d'Haïti? Maintenant, le président Hollande a dit le contraire. Lui, il a dit, nous avons une dette morale. Et c'est l'État qui a reconnu cette dette morale. Vous voyez? Maintenant, nous, notre seule nuance, c'est que cette dette ne peut pas être que morale. Mais je dirais que d'un point de vue dramatique, je pourrais même être d'accord avec vous. Après tout, ce n'est pas la question de ces 20 milliards-là. Si on faisait un chèque de 20 milliards, il y aurait le risque aussi que ce chèque se perde complètement, soit absorbé par des élites éventuellement corrompues et s'évanouissent dans la nature. Et donc, ce n'est pas tellement le bon, voilà, allez, je vous fais 20 milliards, puis je ne veux plus entendre parler de vous. Hein. Parce que non, mais ça peut être exactement le mécanisme pourrait être celui-là. Mais donc, je dis d'une certaine façon, c'est pour ça qu'il faut rentrer dans le pragmatisme de l'aide auquel vous avez l'air de souscrire. Et ces 20 milliards, c'est une façon dialectique d'engager le processus de renouvellement. Après, si on dit, bon, je veux dire, c'est pas c'est pas juste ce qui s'est passé en 1825, le problème entre la France et Haïti. C'est le problème de l'esclavage auparavant, le problème du fait que Haïti ensuite a eu il y a quand même d'autres étapes de l'histoire d'Haïti où la France était impliquée, pas forcément pour le bien non plus. Et voilà, donc de toute façon, il y a une relation. Voilà, donc je pense que c'est un des éléments de la relation et c'est un des éléments problématiques de la relation. Maintenant, si on se focalise, on dit toute la relation tient là-dedans, il y a effectivement le risque qu'on dise ensuite, très bien, on fait un chèque et ensuite on n'en parle plus. Or, il n'y a pas évidemment que cette restitution qui est importante, et donc cette restitution, c'est un symbole, peut-être, on peut dire c'est un symbole de la relation. Et effectivement, on peut contester sur le fait que moi, aujourd'hui, je ne suis pas responsable du choix d'un gouvernement illégitime, parce que ça a été dit, du gouvernement illégitime de Charles X. Bon, voilà, je veux dire, et donc, du coup, en quoi je devrais payer les dettes? Si Charles X, c'est mon Saddam Hussein à moi, je pourrais aussi dire, non, mais moi, je ne veux pas entendre parler des dettes de Charles X. Effectivement, on peut dire ça comme ça. Voilà. Si on met des mauvais mots, en fait, moi, dans ce cas, moi, je suis d'accord avec vous. Ne parlons pas de dette, mais parlons de responsabilité. Mais cette responsabilité, elle est plus forte que dans le cas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà, parce que si on
doit mettre des mots sur des choses, en l'occurrence, ce n'est pas le cas de tous les autres problèmes, mais en l'occurrence, le caractère de dette ne fait aucun doute, puisque c'était bien l'objet de la négociation entre Charles X et le gouvernement haïtien. Alors, je ne te suivrai pas trop en disant que Charles X est un gouvernement illégitime, parce que sinon, on paierait nos dettes que depuis 1958 et Général de Gaulle, quoi. Donc, non, mais on pourrait avoir cette. Oui, enfin, elle lui-même dit il n'y avait pas beaucoup de gouvernements légitimes en 1825. Dans ce cas-là, c'est lui qui l'a dit. Hein. Bon, et donc, je pense que c'est pour ça que c'est un cas tout à fait paradigmatique. C'est un cas qui est vraiment, vraiment extrêmement particulier. Et on pourrait prendre votre argument à l'envers. Vraiment, depuis 1925, quelles sont nos relations de la France avec Haïti ou avec les Haïtiens? Ils ont payé leurs dettes jusqu'à 1988. Et puis après, maintenant, on va leur donner de l'aide. Et on sait bien que quand on donne quelque chose, les gens se font redevables. Donc, elle est cette relation, alors on pourrait se dire qu'elle est totalement pervertie depuis 2 siècles, en fait, avec toujours une sorte d'organisation par la France d'un aspect de redevable de Haïti. Donc, je pense qu'on peut vraiment prendre votre question en jour. Et il me semble que ce que tu disais, c'était vraiment ça, c'est qu'il y a un enjeu de solder cette affaire. Et en même temps, je pense qu'il y a un risque à le solder. Je pense qu'il y a un risque à le solder définitivement. Ah, oui. Paru le costume en 2000 qui s'appelle dans le dernier chapitre de ce livre, elle travaille les injustices de l'histoire. Et c'est quelqu'un qui pense justement cette question de justice qu'elle appelle la justice structurelle. C'est pas la même chose qu'une justice interactionnelle, c'est-à-dire quelqu'un comme un crime, qui est jugé, qui est un nom, qui est coupable, il a fini, qui n'est pas coupable, etc. Donc ça c'est interactionnel, c'est des justices. Et là elle parle d'une justice structurelle, donc qui concerne des choses. Voilà, responsibility for justice, la responsabilité pour la justice. Et elle dit, ces injustices structurelles, on a une responsabilité particulière à leur égard, qui n'est pas de l'ordre de la culpabilité ou du blâme, c'est pour ça que je vous recommande, mais qui est une responsabilité particulière, et par ailleurs, on a ce type de responsabilité aussi pour des injustices du passé, des injustices de l'histoire, mais qui se prolongent structurellement, parce qu'elles n'ont jamais été réparées. C'est-à-dire qu'au fond, nous, aujourd'hui, on hérite de cette responsabilité parce que, en fait, à chaque moment où on aurait pu nous apprendre, l'État, la responsabilité, de faire quelque chose, ça n'a pas été fait. Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec une responsabilité particulière, mais dialoguante. Il faut éviter de parler de blâme, de culpabilité, d'abord parce que, au fond, moi, ça ne m'intéresse pas tellement de savoir si vous sentez coupable, je me sens coupable, ça c'est de moi à moi, moi. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je suis prête à payer des impôts supplémentaires qui iraient dans un fonds indépendant qui pourrait servir à payer 20 milliards, ça fait bien, pour aider Haïti. D'accord ? Et donc, elle a fait cette différence-là, et je pense que les mots importants dans l'histoire, c'est justice, en fait. Plus que culpabilité, responsabilité, dette, etc., c'est est-ce qu'il s'agit d'une question de justice? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait pour réparer l'injustice? Et c'est en ça qu'on peut parler de réparation, mais c'est vraiment répondre à une injustice. Au sens, répondre à une injustice. Donc on peut éliminer tout le vocabulaire de même restitution, si vous voulez, je ne sais pas. C'est comment on répond à une injustice dont on a hérité. Pas du tout, on est ça. Alors, pas du tout. Pas du tout, mais quand vous dites la dette, tout à l'heure, vous avez dit avec mais la dette par nature, c'est intéressant. Si j'hérite de mes parents, j'hérite de leur actif, j'hérite de leur dette. Donc,
dans le mot dette, il y a le mot d'histoire, en fait. Donc, c'est pour ça que le mot est particulièrement bien choisi dans ce cadre-là, puisqu'on est sur plus d'un siècle, il y a plusieurs générations qui se sont succédées, plusieurs régimes. On peut dire un autre truc là-dedans. C'est ça qui me semble intéressant, mais je ne suis pas du tout dans la culpabilité, parce que justement, je disais à Claire que cette distinction de responsabilité et culpabilité, je trouve ça. Je veux dire autre chose dans ce domaine. Hein. On a dit la continuité de l'État, mais Ah non, pas du culpabilité. On voit quelque chose, on n'est pas. Tout à fait. Alors, là encore, ça dépend beaucoup du métier dans lequel on est. Précisément, c'est le nous dont parlait Jean-Marie Féléda qui est en jeu. C'est pas moi contre eux ou eux contre d'autres. Voilà, c'est un nous qui se reconstitue précisément dans le travail ensemble sur comment on va travailler pour répondre aux ambitions du peuple. Mais ça, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, le nous, c'est comme ça que je crois que tu as terminé ton intervention. Le nous, c'est le nous de ensemble aujourd'hui. Et Français, Haïtiens mariés avec des Français. Ce nous-là, justement, qui défie eux contre d'autres, c'est lui qui doit travailler à répondre à Oui. Moi, je pense que ce qui se transmet, c'est l'héritage, c'est pas la culpabilité. Bon, je vais faire une analogie. Mettons que je sois le petit-fils d'un général SS qui a volé des œuvres à des marchands d'art juifs pendant la guerre, et 85 ans après, j'en hérite. Est-ce qu'elles m'appartiennent à moi ou est-ce qu'elles appartiennent aux descendants de juifs qui ont été spoliés? Hein? Oui, mais là, c'est la question que je te pose. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quand je te parle en termes d'héritage, à qui appartient? J'ai hérité, est-ce que c'est, j'ai le droit, est-ce que je dois restituer cette œuvre ou est-ce que je peux la garder? Je reprends le cas de figure. Je suis le petit-fils d'un général SS qui a volé des œuvres en 1940. J'en hérite, elles sont à moi, elles sont chez moi, elles sont accrochées à mon mur. Est-ce que je considère qu'elles m'appartiennent ou est-ce que je considère qu'elles appartiennent aux descendants du propriétaire de 1940? La réponse à la question, c'est celle-là. Est-ce que la culpabilité, moi je ne suis pas responsable en tant que petit-fils d'un général, je ne suis absolument pas coupable de ces actes, hein, mais j'hérite quand même. Donc qu'est-ce que j'en fais? Donc, on appelle ça, c'est ça une inégalité structurelle. Je veux dire, quand on dit là tout à l'heure, on disait la continuité de l'État. Mais je peux même dire, je m'en fous de la continuité de l'État. Le gouvernement de Charles X, était totalement illégitime. Je ne me sens pas coupable du gouvernement. Mais la société française, elle comprend des gens qui ont été reçus des indemnités de cette voilà, qui se sont enrichis sur l'esclavage. C'est peut-être pas votre cas, hein, mais dans non. Nous tous, ça, on peut pas, pas évident de dire. On peut dire nous tous si on veut, mais probablement oui, c'est très à des degrés divers. C'est compliqué, à des degrés divers. Voilà, à des degrés divers. C'est pas un bloc, je veux dire. Mais il y a en tout cas, et donc certaines personnes en ont tiré des avantages, et ces avantages se sont transmis intergénérationnellement. C'est ça qui fait la continuité. Indépendamment de la continuité de l'État, hein, il y a la continuité du capital. Et on retombe, là, on sort de la politique, on arrive dans l'économie, il y a la continuité du capital. Et cette continuité du capital crée des inégalités qui sont, on peut appeler structurelles, effectivement. Voilà. Et lutter contre ces inégalités, c'est juste lutter contre ces inégalités. Ça ne requiert pas, en plus de rajouter une culpabilité rétrospective sur le fait que je suis né au bon endroit. Voilà.
né effectivement en France, au bon endroit, etc., etc. Et cette chance-là, elle vient de cet héritage intergénérationnel. Est-ce qu'il y avait encore une question dernière? Il y avait des bras levés. Des bras levés. Remarque, ok, est-ce qu'il y avait une question? Alors, une dernière remarque. On va dire aussi sur la question de la dépendance d'Haïti par rapport à la France. Je pense qu'il faut séparer le fait de restituer par le vecteur de l'aide de fait d'aider. Et le fait de recevoir une aide ou pas ne détermine pas la légitimité à demander un remboursement. Parce que c'est pas parce qu'on est pauvre ou qu'on est riche qu'on n'a pas le droit de demander quelque chose qui était volé ou mal versé ou injuste. Et dans ce cas-là, c'est parce que Haïti est pauvre qu'on voit ça par le biais de la dépendance, mais je pense que c'est faux. Que vraiment, enfin, l'aide ne doit être que le vecteur de réalisation de remboursement, ne doit pas être conçu comme un reste de dépendance de Haïti par rapport à la France. Et pour rebondir sur le fait que. Il ne faut pas le concevoir. La question, c'est comment, effectivement, ah oui, c'est ça. Il faut ne pas le concevoir, c'est normatif. En réalité, il y a une relation de dépendance dès qu'il y a une relation d'aide. Il faut ne pas le souhaiter, mais. Dans ce cas-là, le remboursement ne doit pas être conçu comme. Passe peut-être pas l'aide au sens comptable, mais ne doit pas être considéré comme une aide. Moi, je suis tout à fait d'accord. Parce que je crois qu'en effet, c'est pas une aide au sens où il y a aussi des gens qui sont particulièrement dépendants par son aide. Et le problème, en effet, c'est qu'il fallait de c'est de l'argent pour lequel Haïti n'a aucune raison de se sentir en dépendance, précisément parce que c'est pas de l'aide, mais de la réparation. Ah bon, ok. On parle de la question du ressenti, c'est une chose. Le ressenti, c'est une chose. Le dernier mot pour Jean-Marie Théodat. J'espère ne pas. Ce que je veux dire n'est peut-être pas forcément intéressant. Mais ce que je voudrais dire, c'est quand même me faire un peu votre avocat pour vous dire que vous avez en partie raison de dire que vous n'allez pas vous sentir coupable par rapport à ce qui s'est passé. Vous faites de l'esclavage, vous faites de la colonisation, vous faites de la réparation. Mais à une condition. À condition que vous embrassiez vraiment l'héritage de toute son ouverture de Macandal et de Boukman. Pour dire que vous êtes aussi dépendant, descendant, d'accord, de ces luttes-là. Parce que ce sont ces luttes qui ont conditionné notre liberté aujourd'hui en France. Il n'y aurait peut-être pas eu de liberté, il n'y aurait peut-être pas eu de république s'il n'y avait pas eu de révolution des nègres, de soulèvement des nègres en Haïti. Nous sommes collectivement, intellectuellement, économiquement, matériellement, les héritiers des esclaves. Il n'y a que la couleur qui vous manque pour être parfaitement, on va dire, dans la lignée de l'héritage. Et je pense qu'il nous faut faire un dépassement d'échelle d'un point de vue géographique. Ne plus réfléchir à l'intérieur de l'hexagone, mais réfléchir au niveau éthique, mental, mondial, et vous dire que France, Haïti, 2025, même combat par rapport à la France de 1825, qui est une France comme Haïti, avec un gouvernement de plutocrates, d'accord, d'oligarques qui s'entendent pour finalement tondre le mouton, brouter la laine sur le dos, mais au fond aujourd'hui, Haïtiens et Français, nous sommes d'accord pour considérer que c'était une dette injuste. Merci beaucoup. Passant que Simone de Beauvoir est tout à fait d'accord avec vous par rapport à la dette que tous les mouvements sociaux ont à l'égard des Haïtiens. Ça fait écrit dans le deuxième sexe. Absolument. Et s'il y en a que ça intéresse, nous avons quelques exemplaires de la chaîne de la dette